Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 26 août 2025. On va déjà parler de la nouvelle Peugeot 308 qui a été dévoilée aujourd'hui, sur laquelle on a pas mal d'informations concernant les nouvelles motorisations, les finitions, les équipements et autres. On va ensuite parler de Nissan pour qui les galères continuent, puisque après avoir été lâchée par Renault qui était son premier gros soutien, elle est maintenant lâchée par son deuxième plus gros soutien financier, Mercedes. On parlera également d'une nouvelle grosse étude menée sur l'état de l'industrie automobile allemande, étude qui donne de nouveaux chiffres qui font froid dans le dos et qui montrent qu'il y a quand même un sacré problème avec l'industrie automobile en Europe. Et pour terminer, on parlera d'un incendie assez colossal qui a eu lieu dans une usine allemande de fabrication de batteries, une histoire qui rappelle qu'on ne maîtrise pas tout à fait encore leur stabilité et leur sécurité. Ce seront les sujets de la vidéo du jour, j'espère bien sûr qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et aussi bien sûr en laissant un petit commentaire pour le référencement, mais aussi pour donner votre avis sur la nouvelle 308. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vous la trouvez intéressante par rapport à ses concurrentes? Est-ce que vous-même peut-être seriez-vous tenté pour un achat d'une 308 neuve? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. On va commencer cette vidéo en parlant de la nouvelle Peugeot 308, dévoilée ce midi, le 26 août 2025. Elle est censée aider à rebooster un petit peu les ventes de la 308 qui, même si elle reste la compacte la plus vendue en France, a vu ses immatriculations reculer de près de 22% sur le début de l'année, comparé aux 7 premiers mois 2024. Donc même si elle reste en tête des ventes pour l'instant sur ce segment, le moment est idéal pour un restylage de mi-carrière. Voici donc la nouvelle phase de la Peugeot 308, les principales évolutions esthétiques se situent à l'avant avec une face avant totalement remanié. Bon, déjà il y a Peugeot qui essaie de généraliser sa nouvelle signature visuelle et remplace petit à petit les crocs entre guillemets qui étaient présents sur les côtés des pare-chocs avant par 3 griffes intégrées au projecteur de l'éclairage diurne. Les vrais phares entre guillemets prennent place un peu plus bas sur le pare-choc, sur les côtés au niveau à peu près de la calandre. La calandre qui d'ailleurs adopte la couleur de la carrosserie, hein. Il n'y a plus de baguettes noires ou grises. Et sur les versions plus haut de gamme, les GT et GT exclusives, il y a une petite barre lumineuse qui relie les deux feux avant juste au-dessus de la calandre. À l'arrière, les retouches visuelles sont plus discrètes, hein, les feux sont uniformisés, on va dire, façon GT, et les fausses sorties d'échappement sont désormais noires. À l'intérieur, il n'y a pas d'énorme évolution, il y a seulement les graphismes de l'instrumentation numérique qui évoluent pour une meilleure lisibilité, le reste ne change pas beaucoup, et Peugeot a décidé de conserver le iCockpit pour cette nouvelle phase de la 308, iCockpit qui est assez clivant. Je sais qu'en général, les personnes assez grandes trouvent que la position de conduite dans les Peugeot modernes est assez inconfortable à cause de ce iCockpit, notamment parce que le volant est assez bas et cache souvent une partie des écrans et des instrumentations de bord, ce qui fait qu'on est obligé de se pencher pour voir ce qu'on veut voir, ce qui est quand même assez relou. Les équipements évoluent selon les finitions, ce qui est assez sympathique quand même, c'est que dès l'entrée de gamme, les feux sont entièrement LED. En finition allure, on gagne des nouvelles jantes et des sièges améliorés. En GT, c'est les fameux feux Matrix LED et les logos rétroéclairés à l'extérieur du véhicule. Et en partant sur la GT exclusive, il y a en plus la sellerie Alcantara, les sièges chauffants bassants et l'instrumentation 3D. Côté motorisation, il y a quand même pas mal de choix, avec une bonne nouvelle quand même, c'est que cette nouvelle Peugeot 308 conserve des motorisations diesel. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est le Blue HDI 1.5 litre qui est célèbre pour tous les problèmes de fiabilité qui l'ont touché. Alors peut-être qu'ils l'ont fiabilisé avec le temps, peut-être pas, on verra. Donc il sera dispo en diesel avec le Blue HDI pour une version 130 chevaux. Il y a évidemment la version hybride 48 volts avec le fameux PureTech 1.2 litre hybridé qui fait 145 chevaux. La motorisation hybride rechargeable qui gagne 15 chevaux et qui atteint maintenant 195 et dont les batteries sont plus grosses, 17,2 kWh, ce qui lui permet d'avoir normalement en 100% électrique 85 km d'autonomie. La version électrique fait toujours 156 chevaux, mais ses batteries sont légèrement plus grosses, 55,4 kWh, son autonomie max est de 450 km contre 416 pour la précédente phase. On rappelle que ça, ce sont des données WLTP. En réalité, si on fait que de l'autoroute, c'est plutôt aux alentours des 250 à 300 km. Sinon, il y a de fortes chances que ce soit plutôt aux alentours des 375-400 km que vers les 450. Pour l'instant, Peugeot n'a pas annoncé les tarifs de cette nouvelle phase de la 308. Il y a quand même des chances que la nouvelle 308 coûte légèrement plus cher, vu que les motorisations sont plus grosses, qu'il y a des plus grosses batteries, qu'il y a plus d'équipements de série. On rappelle que l'actuelle 308 commençait en version basique à 33 400 €. Il y a donc des chances quand même que cette nouvelle 308 commence aux alentours des 34 500, voire peut-être 35 000.
On va maintenant parler un petit peu de Nissan pour qui les galères continuent de s'accumuler. Effectivement, le constructeur japonais continue de perdre la confiance de ses investisseurs. Le dernier exemple en date, le fonds d'investissement de Mercedes va revendre les 3,8% de parts qu'elle possédait de Nissan Motor pour environ 346 millions d'euros. C'est assez peu connu, mais effectivement, Mercedes était jusqu'ici le deuxième plus gros actionnaire de Nissan, juste derrière Renault. Renault qui reste aujourd'hui l'actionnaire, donc vous l'aurez compris, le plus exposé aux risques financiers que peut représenter Nissan. On rappelle que le groupe français a enregistré début juillet une perte comptable de 9,5 milliards d'euros liée à des pertes comptables de Nissan après avoir déjà enregistré 2 milliards d'euros de pertes en 2023 à cause entre guillemets de Nissan. Renault de son côté a lentement mais sûrement revendu les parts qu'elle détenait du capital de Nissan. Elle avait 43% du capital de Nissan jusqu'à 2023 mais n'en a plus que 17% et prévoit de continuer à vendre ses actions jusqu'à atteindre environ 10%. Vous l'aurez donc compris, Nissan est progressivement lâché par ses deux plus gros actionnaires. Nissan qui était déjà affaibli par des faibles ventes, mais également par les droits de douane américains. On rappelle que Nissan a perdu en bourse environ 39% de sa valeur depuis le pic qu'elle avait atteint le 26 décembre 2024 et que rien qu'aujourd'hui, suite à cette annonce de la part de Mercedes, elle a perdu par rapport à hier, avant cette annonce, environ 6%. Donc c'est pas un bon signal et malheureusement, il y a de fortes chances que la crise s'aggrave encore pour Nissan dans les mois à venir. L'autre grosse nouvelle du jour, c'est une nouvelle étude qui a été menée sur le secteur automobile allemand qui traverse une crise sans précédent et supprime davantage d'emplois en proportion que toutes les autres branches industrielles, ce qui est quand même assez fou quand on sait la place qu'occupe l'industrie automobile en Allemagne, c'est l'une des plus grosses industries du pays. Selon cette nouvelle étude menée par le cabinet Ernst & Young, plus de 50 000 emplois liés à l'automobile ont disparu en un an, c'est-à-dire près de 7% de l'effectif total de la filière. Et si on remonte à l'époque pré-Covid, c'est 112 000 emplois qui ont été supprimés. D'après le cabinet qui a mené cette étude, ces licenciements sont dus aux entreprises qui s'adaptent au nouveau contexte géopolitique actuel. La plupart des constructeurs et équipementiers étaient en surcapacité, c'est-à-dire que les usines qui autrefois tournaient à plein régime ne tournent parfois plus qu'à 50, voire 30% en certains cas, parce que les ventes d'automobiles ont énormément diminué, mais les bénéfices aussi ont diminué et la faiblesse des marchés extérieurs rendent inévitable des réductions massives d'effectifs. Imaginez un peu ce que ça va donner d'ici 1 an ou 2 ans, quand les marques vont toutes se rendre compte qu'elles produisent des voitures électriques qu'elles n'arrivent pas à vendre en Chine à cause de la concurrence locale et pas à vendre aux États-Unis parce qu'ils n'en veulent pas. Ça va forcément coincer très très fort à un moment. Je vous donne un autre chiffre qui n'est pas forcément lié à l'automobile, mais c'est pour vous donner quand même une idée de l'ampleur de la crise qui touche l'industrie en Europe et spécialement en Allemagne. En Allemagne, en un an, c'est 114 000 postes qui ont disparu dans l'ensemble des secteurs industriels allemands. Et Ernst & Young, pour l'instant, on voit que la face visible de l'iceberg, parce que la plupart des programmes d'économie actuellement en cours ne produiront leurs effets qu'avec du retard et la baisse du nombre d'emplois industriels devrait poursuivre jusqu'au moins la fin de l'année 2026. Donc c'est pas prêt de s'arranger. Quand on voit que rien qu'aujourd'hui, par exemple, on a Schaeffler qui a un équipementier automobile qui s'était centré sur la production de transmissions, mais aussi de moteurs et de châssis pour automobiles, le groupe vient d'annoncer la fermeture de l'une de ses usines en Allemagne qui justement s'était centrée sur la transmission automobile. Là c'est une usine de 200 personnes qui va être supprimée. Les raisons de cette fermeture, c'est à peu près les mêmes que pour toutes les autres usines de voitures qui ferment en ce moment, ou d'équipementiers. C'est baisse des ventes, donc forcément moins de voitures à produire, donc moins besoin d'équipements et donc moins besoin d'équipementiers. Pression sur les coûts et concurrence accrue, notamment face aux entreprises chinoises qui sont capables de produire à peu près les mêmes pièces pour 3, 4, 5 fois moins cher, sur lesquelles pour l'instant il n'y a que très peu de lois, ce qui fait que c'est très très facile pour un constructeur d'assembler des voitures en Europe avec des pièces chinoises sans souffrir de taxes majeures. Donc c'est un simple exemple, mais malheureusement, c'est le genre de news qu'on voit régulièrement depuis environ 2 à 3 ans concernant l'industrie automobile allemande qui, on le rappelle, est quand même de base l'une des plus fortes de l'Union européenne. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le hasard, mais c'est vrai que ça concerne aussi l'Allemagne. Vous avez peut-être entendu parler de cette actualité, peut-être pas, je vous la relais au cas où. Il y a eu un gros incendie dans la seule usine de Tesla allemande, l'usine de Grünheide. Le feu s'est déclaré dans l'atelier d'assemblage des batteries lorsqu'un lot de cellules est tombé. L'impact a suffi à déclencher une réaction chimique et un départ de flammes. Rapidement, une chaleur étouffante et des fumées irritantes ont rendu l'atmosphère irrespirable et conformément aux consignes, Tesla a interrompu la production et a fait évacuer la zone. Cet incendie intervient dans un site stratégique. Inauguré en 2022, cette usine est la première implantation européenne de Tesla et un pilier de sa production pour le marché européen. Mais depuis sa mise en activité, ce site est régulièrement au centre de polémiques, l'impact écologique, la consommation d'eau et maintenant les risques d'incendie et les risques industriels. Les incendies de batterie ne sont pas inédits, mais dans une chaîne de production de masse, leur
portée prend une toute autre ampleur. Cette histoire rappelle la fragilité des cellules lithium-ion. Elles ont certes une densité énergique très élevée, mais leur réaction chimique est dangereuse en cas de choc ou d'endommagement. C'est un vrai coup dur pour Tesla qui n'en avait clairement pas besoin en ce moment, mais c'est aussi un coup dur pour l'Allemagne qui misait beaucoup sur cette usine comme vitrine de la transition vers l'électromobilité. Et là aussi, vous l'aurez compris en regardant cette vidéo, c'est un coup dur dont l'industrie automobile allemande n'avait pas besoin. Voilà, on a fait le tour des news du jour. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et aussi, bien sûr, en laissant un petit commentaire, voire même en venant me follow sur TikTok où je fais régulièrement des contenus d'actualité auto en format court. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!